Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal sur BSC Télévision. Tout de suite, le sommaire. Rencontre Tshisekedi et Kagame au Qatar. Les deux chefs d'État ont salué les progrès réalisés dans le processus de Luanda et de Nairobi et ainsi réaffirmé l'engagement de toutes les parties à un cessez-le-feu immédiat. Dans une interview qu'il a accordée au journaliste sud-africain Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la RDC s'est dit prêt à travailler pour la paix dans la paix pour le bien du peuple congolais. Justice internationale, la Cour pénale internationale annonce la reprise des enquêtes en RDC avec un focus sur les crimes commis au Nord Kivu depuis 2022. Bienvenue si vous nous rejoignez. La rencontre entre Tshisekedi et Kagame crée une surprise. Ils se sont vus le mardi 18 mars 2025 dans le plus grand secret à Doha où ils ont réaffirmé leur engagement envers d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Dans un communiqué, le gouvernement congolais s'est dit toujours engagé à la paix par le biais de processus de Luanda et de Nairobi. Suivez la lecture du communiqué avec la voix de Roger Matadi. Communiqué de presse. À l'invitation de Son Altesse, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à des entretiens avec Paul Kagame, président rwandais, à Doha. Ils ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans la partie est de la RDC, ce qui constitue une première étape vers l'établissement d'une base pour une paix durable dans l'est de la RDC. Le président congolais Félix Tshisekedi a convenu avec son homologue rwandais sous la houlette de l'ère haute de poursuivre les discussions en vue d'un règlement durable qui visera à rétablir l'intégrité territoriale de la RDC, à stabiliser la région et à mettre fin aux terribles violences perpétrées par le M23 à Afsé au nord et sud Kivu. La République démocratique du Congo s'est toujours engagée à garantir la paix par le biais des processus de Luanda et de Nairobi. Elle continue également à demander l'application totale de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui fournit un cadre clair pour une paix durable. Le président a réaffirmé cette position à Doha. Fait à Kinshasa le 18 mars 2025, Farah Mwamba Kayowa, directrice des communications. L'Angola continue de faire des efforts pour que le pourparler direct entre Kinshasa et la FCM23, soutenu par le Rwanda, ait eu lieu. Cependant, le ministère des Relations étrangères de l'Angola a annoncé à travers cette note à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que pour des raisons et des circonstances d'une forte plus grande, il n'a pas été possible de réaliser ce mardi 18 mars 2025 à Luanda la rencontre prévue entre le gouvernement de la RDC et le M23. Il le réaffirme à cet effet que le dialogue reste la seule solution durable pour la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Diplomatie parlementaire, l'ambassadeur serbe Mirol Jub a rencontré à l'Assemblée nationale le mardi 18 mars 2025 le président de la Chambre basse du Parlement Vital Kamerhe. L'ambassadeur serbe a réitéré le soutien de son pays à la République démocratique du Congo face à la crise sécuritaire dans l'Est. Reçu par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Serbie près la République démocratique du Congo, la République du Congo, du Cameroun et du Tchad, Mirol Jub est venu réitérer le soutien indéfectible de son pays à la République démocratique du Congo, à ces moments où elle fait face à une guerre d'agression et une violation de son intégrité territoriale. Le diplomate serbe a évoqué les 3 premiers secteurs dans lesquels
La Serbie est disponible à intensifier sa coopération avec la République démocratique du Congo. Je viens de parler avec son Excellence, président de l'Assemblée nationale. Le but de ma visite était d'échanger avec son Excellence, qui est un intellectuel d'abord, un très grand intellectuel, en plus un politicien excellent, sur la situation qui se déroule dans votre pays. Je suis venu pour se renseigner de ça. Il m'a très bien informé. Et je suis vraiment beaucoup plus au courant de tout ce qui se déroule chez vous. Et on a parlé de la coopération future qui doit être entre nos deux pays. Pour le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le besoin majeur de la République démocratique du Congo étant la restructuration de son armée. Cette main tendue par la Serbie tombe donc à point nommé. L'agression rwandaise toujours. Dans un message, la cellule technique d'appui aux affaires coutumières et intégration de peuples autochtones informe que les chefs pygmées sont victimes d'attaques ciblées par l'armée rwandaise et les rebelles du M23. Deux rapports indiquent que les chefs coutumiers sont arrêtés, parfois tués et remplacés par de chefs non légitimes. Suivez. C'est vraiment déplorable, comme nous le savons tous. Avec cette guerre d'occupation, les premières victimes sont les chefs coutumiers, parce que vous savez, quand ils viennent pour occuper, ils doivent d'abord maîtriser le chef qui est le gardien de terre et de la population. Et beaucoup de chefs coutumiers sont tués et d'autres sont arrêtés. Et eux, ils amènent leurs chefs coutumiers pour installer et ainsi ils peuvent facilement occuper tous ces territoires-là. Et concernant le peuple autochtone, ils sont aussi victimes. Ils ne sont pas épargnés parce que vous savez, selon les terroristes rwandais et AFC M23, ce sont ces autochtones pygmées qui sont, selon eux, qui donnent le fétiche aux Wazalendo, qui donnent la force à nos Wazalendo. Et ils sont vraiment, il y a certains qui sont déjà tués. Et des femmes pygmées sont violées, parce que même dans les mines, parce que vous savez, quand ils viennent dans leur guerre d'agression ou guerre d'occupation, l'objectif premier, c'est prendre nos carrés miniers et prendre nos terres pour exploiter les mines. Et là où il y a les mines, c'est là où les peuples autochtones habitent et restent. Et dans des forêts, c'est le lieu naturel des pygmées. Et quand il y a des bombardements, il y a des arrestations et des tueries, et il y a des viols de femmes. Donc les peuples autochtones n'est pas épargnés dans cette guerre-là. Ils sont vraiment victimes, ainsi que les chefs coutumiers. Vous le savez certainement que Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, était en ce jour de travail à Kinshasa dans les cadres des échanges et d'enquêtes sur les crimes présumés connus dans la partie est de la RDC. Et hier, au cours d'un point de presse, le procureur de la CPI, Karim Khan, a annoncé la reprise de ces enquêtes en République démocratique du Congo qui porteront plus précisément au Nord Kivu. À en croire ces derniers, ces démarches visent à établir les responsabilités et poursuivre les auteurs des atrocités qui ont endeuillé la région ces dernières années. Je l'ai dit en titre, le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, s'est exprimé à nouveau, toujours en Afrique du Sud. Il a touché plusieurs points d'actualité de la RDC, notamment la situation sécuritaire dans la partie est du pays, les boycotts du dialogue par les M23, ainsi que le retrait de la SADC au sol congolais. L'ancien président s'est dit prêt à travailler activement pour la paix sur toute l'étendue du territoire national de la RDC. On l'écoute dans cet extrait choisi par Roger Matadi. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que vous avez maintenant des mercenaires qui ont été engagés par les forces gouvernementales. Notre attitude à l'époque était de demander à chacun de partir, chaque force. C'était de partir et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce qui, je crois, a directement ou indirectement facilité le processus de paix qui a commencé immédiatement après. Mais est-ce la même solution que nous pouvons appliquer à la situation actuelle? Je crois que c'est en partie vrai, oui. On peut appliquer la même solution, mais en considérant que le problème est
beaucoup plus profond que ce que tout le monde le pense. Vous devez vous plonger dans les dynamiques internes de ce qui se passe au Congo et laisser de côté ce jeu de blâme en pensant que tout ce qui se passe est le résultat de quelqu'un d'autre. À un moment donné, nous devons nous demander, n'est-ce pas nous le problème ou notre problème? Et comment le résolvons-nous en tant que Congolais? Alors, quelles sont les conséquences de le retrait de Samir RDC? Eh bien, je ne vois pas de perturbation majeure dans la mesure où, en ce qui concerne le retrait, parce que ce sont des forces, à ma connaissance, qui ont été déployées dans une zone donnée, qui est les zones autour de Goma. Y a-t-il des implications au-delà de cela? Eh bien, le temps nous le dira probablement. Monsieur. On évolue dans ces journaux. Vous êtes sans ignorer que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait annoncé la constitution imminente d'un gouvernement de cohésion nationale. Cette déclaration a été faite lors d'une rencontre avec le membre de l'Union sacrée et la cohésion au pouvoir. Sur la rédaction de BC Télévision a tendu son micro à Nata Ntadi, secrétaire général adjoint du parti politique, le Congrès de nationalistes révolutionnaires, CNR, qui a salué cette initiative et a demandé au président de la République d'être serein au niveau du casting pour faire la différence avec celui de Souminois. Il est nécessaire que tout le parti puisse se mettre autour d'une table pour dégager un peu de pistes de solutions pour la République démocratique du Congo, parce que nous avons eu à passer vraiment un temps dans des guerres, dans le querelle, dans la corruption, dans le détournement, dans l'incompétence. Alors moi je trouve que cette annonce de l'Union, du gouvernement de l'Union nationale, doit être vraiment à caractère vraiment de la part de la compétitivité. La compétitivité doit vraiment être à la base de cette critère. Moi j'aurais même à exhorter le chef de l'État de plus mettre un peu l'accent sur le casting des animateurs. Que ça ne soit pas seulement comme ça a été des années passées, juste un conglomérat de gens qui veulent découper de postes pour avoir de part de gâteau, mais ça soit un casting là qui sera vraiment accentué sur la compétence, sur les efforts, sur le terrain, parce que nous avons beaucoup de défis à relever au sein de nos gouvernements. Nous avons vu le gouvernement souminois a montré beaucoup de limites, il a montré beaucoup d'insuffisances par rapport aux besoins de la République. Alors pour moi, je trouve que c'est vraiment impérativement important qu'on puisse reformuler encore les choses. Car on dit toujours que le système de jeu change en fonction de l'adversaire. Dans l'après-midi du mardi 18 mars 2025, la vice-ministre des Affaires étrangères, Grace Yamba, a rencontré dans son cabinet de travail l'ambassadeur du Tchad en RDC, Mongobaye Apollinaire. Le corps de la coopération bilatérale entre la RDC et le Tchad était le point à l'ordre du jour. Les deux personnalités ont également profité de l'occasion pour mettre en évidence et souligner les liens historiques unissant les deux pays depuis leur indépendance respective. Au cours de cet entretien, l'ambassadeur tchadien a rappelé le rôle joué par le président Félix Tshisekedi en tant que facilitateur lors de la transition politique au Tchad, un processus qu'il a mené avec succès au sein de la Commission de la réconciliation du Tchad, CRC. Cette mission de facilitation témoigne de relations de confiance et de solidarité entre les deux nations. Des plus, la visite du président Tshisekedi au Tchad en juin dernier a marqué un moment important dans l'histoire de ces relations, consolidant ainsi les liens diplomatiques, politiques, et politiques entre les deux pays. Au cours de l'échange, les deux parties ont abordé la mise en place imminente d'une commission mixte RDC-Tchad qui pourrait se tenir d'ici la fin de l'année. Cette commission, qui couvrira des volets variés tels que les domaines commerciaux et économiques, vise à renforcer encore davantage la coopération bilatérale, favorisant ainsi un développement mutuel au bénéfice des deux peuples.
Au sujet de l'agression rwandaise, l'ambassadeur du Tchad a réaffirmé la solidarité de son pays envers la République démocratique du Congo, rappelant la déclaration du président tchadien du 9 février dernier qui avait exprimé son soutien à la RDC et appelé au respect de son intégrité territoriale. Et nous envisageons la tenue d'une commission mixte entre le Tchad et la République démocratique du Congo dans les prochains mois. Et cette commission mixte a beaucoup de volets. Nous allons y adjoindre également le volet commercial et le volet commercial et économique pour que les relations soient bien renforcées. Et c'est par rapport à la commission mixte que nous avons échangé avec Madame la vice-ministre. La vice-ministre Gracia Yamba Kazadi a salué la coopération entre la République démocratique du Congo et le Tchad et a réaffirmé l'engagement de son pays à restaurer la paix dans l'est de la RDC. Gracia Yamba a souligné l'importance de la collaboration régionale pour assurer la stabilité et la paix durable dans la région des Grands Lacs. La 57e session de la conférence de ministres du commerce extérieur, de finances, du plan et du développement a été clôturée hier mardi à Addis Abeba en Éthiopie. La RDC, représentée par son ministre du commerce extérieur, Julien Paluku, qui a saisi de cette occasion pour inviter les pays africains à développer le chaîne de valeur et les zones économiques spéciales. La sécurité, l'agriculture et l'énergie sont les secteurs priorisés. Cette session organisée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, a connu la participation du président éthiopien qui a à son tour appelé les pays africains à être pragmatiques pour enfin réaliser les rêves de la ZECLAV. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahungia, invite les pays africains à développer les chaînes de valeur et les zones économiques spéciales en mettant l'accent sur certaines priorités dont la sécurité, l'agriculture et l'énergie pour la bonne mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (CAF) pour ainsi accroître le commerce intra-africain. Appel lancé ce mardi à Addis Abeba en Éthiopie à la clôture de la 57e session de la conférence des ministres du Commerce extérieur, des finances, du plan et du développement focalisée sur l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (CAF). Partageant l'expérience de la RDC sur le développement des zones économiques spéciales, le ministre du Commerce extérieur a obtenu la condamnation de l'agression rwandaise par les ministres africains. Le président de la République, lorsqu'il nous envoie ici, c'est parce qu'il tient à ce que la ZLECAf soit mise en œuvre. Parce que lorsqu'on voit le volume des importations au niveau africain, c'est $1 milliard. Nous avons planché sur comment nous pouvons rechercher les financements nécessaires pour permettre à ce que tous les pays africains puissent se préparer à l'avènement de la zone de libre-échange continentale. Les outils que nous devons utiliser, c'est le développement des zones économiques spéciales. Mais nous avons également défini, ensemble avec d'autres collègues ministres, les différentes priorités par lesquelles l'Afrique doit passer. La première est la sécurité. Parce qu'on ne peut pas construire un écosystème économique si on n'a pas la sécurité. Et là, nous avons fait allusion à la région des Grands Lacs qui est secouée par une crise, notamment l'agression rwandaise, qui est en fait un élément perturbateur des efforts économiques dans la région. Et donc tous les États africains ont convenu dans les documents qui seront rendus publics qu'il faudrait que nous puissions nous lever tous contre des pays qui déstabilisent l'Afrique. Cette session organisée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) a connu la participation du président éthiopien Taye Atske Selassie qui a appelé les pays africains au pragmatisme pour réaliser le rêve de la ZLECAf. En séjour dans la province du Congo central, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, a procédé symboliquement à la libération des 89 détenus à la prison centrale de Makala, ayant bénéficié de la grâce présidentielle signée dans l'ordonnance du mois de décembre. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des autorités provinciales, notamment du vice-gouverneur du Congo central et du président de l'Assemblée provinciale. Ces détenus bénéficiaires de la liberté conditionnelle visiblement satisfaits ont exprimé leur gratitude envers le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le ministre d'État Constant Mutamba.
À l'international, l'accord migratoire de 1968 entre la France et l'Algérie se trouve au centre des tensions diplomatiques après que François Bayrou a menacé de dénoncer cet accord. Il a mis un ultimatum de 6 semaines à l'Algérie pour reprendre ses ressortissants en situation irrégulière, vivant ainsi les discussions sur cet accord historique. Plus de détails avec nos confrères de France 24. Au cœur des tensions entre Paris et Alger, l'accord franco-algérien signé le 27 décembre 1968 entre l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères, et la diplomatie française. Il crée un statut particulier pour les ressortissants algériens en matière de circulation, de séjour et d'emploi en France. Contrairement aux autres étrangers, les Algériens n'ont pas besoin de carte de séjour pour rester plus de 3 mois sur le territoire, mais doivent obtenir un certificat de résidence. Plus de 600 000 ont été délivrés en 2023. Signé 6 ans après la fin de la guerre d'Algérie, qui conduira à son indépendance en 1962, l'accord permet alors à la France de pallier son manque de main-d'œuvre pour soutenir son économie. En 2020, 870 000 Algériens nés en Algérie habitaient en France, soit les plus nombreux ressortissants étrangers dans le pays. L'accord facilite leur entrée en France, où ils peuvent venir y exercer librement une activité de commerçant ou de profession indépendante. L'accès à un certificat de résidence de 10 ans est aussi facilité. En revanche, l'accord relève du droit international et prime donc sur le droit français. Conséquence, les Algériens ne peuvent pas prétendre à d'autres titres de séjour, comme à la carte étudiant programme de mobilité. Les plus jeunes sont donc perdants. L'accord a fait l'objet de 3 révisions, en 1985, 1994 et 2001, mais les grands principes du texte ont été maintenus. Il est aujourd'hui jugé caduc par la droite française qui exige de le renégocier. L'Algérie, de son côté, qualifie cette volonté de projet raciste et islamophobe. À présent, les rappels de principaux titres. Rencontre Tshisekedi et Kagame au Qatar. Les deux chefs d'État ont salué les progrès réalisés dans le processus de Luanda et de Nairobi. Ainsi réaffirme l'engagement de toutes les parties à un cessez-le-feu immédiat. Dans une interview qu'il a accordée au journaliste sud-africain Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la RDC s'est dit prêt à travailler pour la paix dans la paix pour le bien du peuple congolais. Justice internationale, la Cour pénale internationale annonce la reprise des enquêtes en RDC avec un focus sur les crimes connus au Nord Kivu depuis 2022. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Demain, retrouvez Roger Matadi à la présentation. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.